Je voulais qu'on lise ce papier qui a été publié sur Politico. Les anciens premiers ministres coûtent de plus en plus cher. Selon un document parlementaire consulté par Politico, les avantages accordés aux anciens chefs du gouvernement et présidents s'élèvent à 2,7 millions d'euros en 2023. On va tout de suite le dire, à l'échelle du budget de l'État, c'est très peu d'argent. Mais on peut quand même s'en émouvoir et on va y réfléchir ensemble. Bernard Cazeneuve, Dominique de Villepin et Jean-Pierre Raffarin forment le trio de tête des anciens premiers ministres les plus dépensiers, selon une note au projet de loi de finances écrite par Marie-Christine Dalloz. En 2023, 11 d'entre eux ont bénéficié de menus services, chauffeurs, voitures, secrétaires, à hauteur de 1,42 million d'euros, un montant en hausse de 11% par rapport à 2022. Un ou deux sont particulièrement concernés, d'autant qu'ils vont souvent faire des commentaires sur les plateaux télévisés, a-t-elle souligné mercredi en dévoilant ses travaux en commission des finances. Invité régulier des matinales radio et télé, Dominique de Villepin se sentira peut-être visé. Pour le patron de Villepin International, qui prodigue ses conseils aux dirigeants du monde, l'État a dépensé 6 287 € en frais automobiles et 191 252 € en frais de personnel, pour un montant total de 197 000 € en un an. Si le premier chiffrage de Dalloz plaçait Villepin en tête des ex les plus dépensiers, c'est tout compte fait Bernard Cazeneuve qui mobilise le plus de moyens pour un peu plus de 200 000 €, 180 000 € pour le personnel, 20 000 € pour ses déplacements. Il œuvre comme avocat associé au prestigieux cabinet parisien Auguste Debouzy depuis la fin de son bail au sommet de l'État en 2017. Donc il n'est pas sans ressources. Jean-Pierre Raffarin, dont les affaires prospèrent notamment en Chine, a coûté 167 000 €, juste devant Lionel Jospin, 162 000 €. Plusieurs autres dépassent la barre des 100 000 €. C'est le cas de Manuel Valls, Édith Cresson, François Fillon et Édouard Balladur. Moins nécessiteux, Alain Juppé et Jean-Marc Ayrault ferment la marche. À leur demande, les anciens chefs de gouvernement français peuvent bénéficier de ces avantages en nature, encadrés par un décret pris en 2019 sous Édouard Philippe. Ils sont octroyés pour une durée de 10 ans, à compter du départ de Matignon, et pas au-delà de leurs 67 ans. Cette limite d'âge ne s'applique pas aux premiers ministres qui ont quitté leurs fonctions avant le décret. Édouard Philippe et Laurent Fabius n'ont pas, eux, coûté 1 centime l'année dernière. La raison, ils occupent tous les deux un mandat ou une fonction publique, ce qui les en empêche, au moins pour le moment. Quant à Jean Castex, patron de la RATP depuis 2022, il n'affiche aucune dépense de personnel et la plus petite enveloppe de dépenses automobiles à 3 000 €. Elisabeth Borne et Gabriel Attal sont absents de la liste et pour cause, la première était encore à Matignon en 2023 et le second pas encore en fonction. La somme des à-côtés accordés aux anciens premiers ministres dépasse d'un peu celle de ceux offerts aux anciens présidents de la République, qui ne sont plus que 2 en activité, mieux dotés en personnel mais aussi pourvus d'un bureau, de matériel informatique et d'une enveloppe de frais divers. Nicolas Sarkozy et François Hollande ont coûté 1,32 million d'euros à l'État l'année passée. Cette somme a reculé sur un an de 5,4% d'après les calculs de Marie-Christine Dalloz. Nicolas Sarkozy, on va en parler dans un instant, a coûté 500 000 € en dépenses de personnel, 200 000 € en dépenses immobilières et 20 000 € en frais divers. Nicolas Sarkozy, il coûte en dépenses immobilières, donc en loyer, 16 000 € par mois. Toutes ces dépenses s'entendent, hors indemnité de retraite et dépenses de sécurité directement prises en charge par le ministère de l'Intérieur. Ah, ça n'englobe pas leur sécurité. Ah ouais, bah alors attendez, je vais me radicaliser un peu là. Édouard Balladur, je vous rappelle qu'il a quitté le premier ministériat en 1995, il y a 30 ans. Alain Juppé a quitté le premier ministériat en 1997. Il y a 27 ans. Édith Cresson, 150 000 € par an à l'État, qui a quitté son premier ministériat il y a plus de 30 ans. Certes, il y a un décret qui en 2019 encadre ces avantages. Et on peut s'en féliciter. Pour vous resituer, 2019, c'est l'année de la première réforme des retraites d'Emmanuel Macron. C'est l'année où, pour la première fois du gouvernement Macron, on demande un effort aux Françaises et aux Français sur leur retraite. Et dans le même temps, il y a ce décret qui passe, qui encadre fort heureusement les dépenses accordées aux anciens premiers ministres après qu'ils aient quitté leurs fonctions, mais qui renonce à toucher aux avantages des anciens premiers ministres. La même année où on demande des efforts à tous les travailleurs sur leur retraite, la loi ne passera pas à cause du Covid, mais la même année, on renonce à demander des efforts aux anciens premiers ministres qui, depuis près, voire plus de 30 ans, bénéficient de centaines de milliers d'euros d'argent public tous les ans. Les mêmes qui ont demandé des efforts aux Françaises et aux Français sur leurs APL. Et qui disaient, bah quand même, vous allez pas gueuler pour 5 €, vous êtes pas à 5 € près les pauvres là. Les mêmes qui ont demandé des efforts aux cheminots. Les cheminots, là, les privilégiés, le statut de cheminot, au boulot, là, les cheminots. Les mêmes, quand il s'agit
des avantages des anciens premiers ministres qui en bénéficient depuis des dizaines d'années sans plus aucune justification, parce qu'en 2019, Lionel Jospin, avec tout le respect qu'on peut éventuellement avoir pour lui, et Édouard Balladur, c'est des retraités de la politique. Des retraités de la politique qui ne font rien, qui ne participent pas au débat d'idées, qui ne participent pas au débat public, mais pour eux, on dépense des centaines de milliers d'euros et on n'est pas foutu de leur demander un effort. Certes, à l'échelle du budget de l'État, c'est rien. Et il faut être honnête, à l'échelle du budget de l'État, ça ne compte pas. Mais sur le plan symbolique, c'est inacceptable, c'est incompréhensible. Ressentir de la colère quand tu vois ça, c'est, me semble-t-il, la seule réaction rationnelle. Si on me dit oui, mais tu comprends quand même, les anciens présidents, premiers ministres, il y a une forme de respect de l'État qu'il aurait dû. Déjà, je suis pas d'accord, mais pourquoi pas? Mais quand en même temps, tu demandes des efforts à tous les Français et à toutes les Françaises, quand en même temps, tu demandes des efforts aux plus pauvres, parce que si tu perçois les APL, c'est que tu fais partie des Françaises et des Français les plus pauvres. Tu demandes des efforts aux travailleurs, à ceux qui travaillent dur, et que tu touches enfin aux règles qui encadrent les avantages des anciens premiers ministres, mais que tu renonces à demander des efforts aux anciens premiers ministres, c'est inadmissible. Et alors, pardon, mais quand tu zoomes un peu dedans, François Fillon, l'homme qui disait les yeux dans les yeux à des infirmières et des médecins en 2017, on n'a plus les moyens. On n'a plus les moyens de payer autant de fonctionnaires, ne n'avons plus les moyens, donc il faut diminuer l'argent public, il faut faire des économies, c'est comme ça. Dans le même temps, ce salopard touchait des centaines de milliers d'euros année après année aux frais de l'État pour payer ses dépenses personnelles. C'est inadmissible. D'autant que, et c'est ce que le papier rappelle de manière un peu malicieuse, c'est pas comme s'ils étaient tous à la rue. C'est pas comme s'il s'agissait d'assurer la dignité des anciens chefs de l'État et chefs du gouvernement. Ce qu'on pourrait entendre, je pourrais l'entendre. D'une part parce que leurs dépenses de sécurité, et ça pour le coup moi je peux l'entendre, quand t'as été aussi exposé qu'un ancien président, qu'un ancien premier ministre, t'as quand même besoin que la République garantisse ta sécurité. Mais ça fait même pas partie des chiffres qu'on a vus. François Fillon, qui recommandait aux Françaises et aux Français de boire la potion amère de la rigueur et qui bénéficiait de centaines de milliers d'euros d'argent public pour lui payer son chauffeur et son assistant, alors que dans le même temps, il était tout à la fois ancien Premier ministre, parlementaire et président de sa petite société de conseil avec laquelle il allait piger à droite à gauche en se mettant des centaines de milliers d'euros dans la poche, c'est inadmissible. Si Fillon il a besoin d'un chauffeur et qu'il a besoin d'un assistant, il était en mesure de se les payer. On a vu que Dominique de Villepin prodigue ses conseils aux dirigeants du monde. On imagine que les conseils de Dominique de Villepin, c'est pas gratos. Est-ce qu'il a vraiment besoin qu'on lui paye 200 000 balles de frais personnels? Alors, Villepin International, votre nouveau héros là, pour se protéger, il a organisé ses affaires afin de ne pas avoir à rendre de compte. Sa société Villepin International, aujourd'hui domiciliée à son adresse personnelle, avenue Foch, dans le 16e arrondissement de Paris, un arrondissement cossu, ne publie plus ses comptes depuis longtemps, comme l'exige pourtant la loi. Tiens donc, Dominique de Villepin préfère payer chaque année la petite amende de 3 000 € plutôt que de voir étaler dans la presse l'état de sa fortune. Rien que l'année de sa création en 2008, Villepin International affichait 4,6 millions d'euros de chiffre d'affaires pour un bénéfice de 2,6 millions d'euros. Non mais ça rend fou. Fin de la blague. Dominique de Villepin qui dégage des millions d'euros, pas de chiffre d'affaires, de bénéfices chaque année, et qui bénéficie malgré tout de centaines de milliers d'euros d'argent public pour lui payer son chauffeur et son assistant. Il en a peut-être pas besoin. En 2015, 7 ans après avoir prêté serment, il décide de rendre sa robe d'avocat. Cela l'obligeait à trop de transparence, explique un proche. C'était pour être en adéquation avec mon métier de conseil, justifie-t-il. En outre, pour rendre les choses encore plus opaques, une autre structure, Villepin International Limited, est domiciliée à Hong Kong. Tiens, petit paradis fiscal. Lui soutient qu'il n'a rien à voir avec cette coquille, qu'elle appartient à son fils Arthur. Quant à son activité de marchand d'art, il en conteste même l'intitulé. Je n'ai aucune participation financière dans cette galerie. Je ne fais que donner des coups de main à mon fils en l'aidant à monter des expositions, à écrire des textes. Écoutez, on n'en sait rien, hein, là pour le coup. Bernard Cazeneuve, qui a été Premier ministre quelques mois à peine, qui œuvre comme avocat associé au prestigieux cabinet parisien Auguste Debouzy, d'où il a besoin de 180 000 € de dépenses de personnel, d'où il peut pas se payer ses déplacements. Il a les moyens, cet homme. Et alors, attendez, parce que là on parle des premiers ministres, mais est-ce qu'on peut s'arrêter juste sur les dépenses de personnel de Nicolas Sarkozy? 200 000 balles de dépenses immobilières? Mais c'est de la folie. Pourquoi est-ce qu'on parle de Nicolas Sarkozy là? Tout cela s'insère dans une séquence qui n'est pas totalement neutre, le débat actuel entre Nicolas Sarkozy et les enseignants. On en a déjà parlé
sur cette chaîne, mais je pense que c'est le moment de rappeler non seulement la première étape, c'est-à-dire les propos de Nicolas Sarkozy sur les enseignants tenus lors des rencontres de l'avenir, les fameuses. Le statut du professeur des écoles, je ne critique personne. C'est 24 heures par semaine, 6 mois de l'année. Et puis d'écouter ensuite le rebondissement qu'il y a eu il y a quelques jours quand il a été pris à partie lors d'une dédicace par un prof précisément. Vos déclarations, donnez-moi votre adresse. Vous n'avez pas honte comme ça de jeter en pâture le monde enseignant à l'opinion publique. Pourquoi vous le mentez? Vous le savez qu'on ne travaille pas 24 heures par semaine. On travaille 43 heures. C'est l'ADEPT qui l'écrit. C'est pas moi, c'est le ministère. Le ministère. Si vous voulez m'en parler, oui. vous voulez m'en parler. Non, mais je vous en parle tous les matins. Si vous voulez nous embêter. Vous avez pris votre retraite à 57 ans. Moi, je vais la prendre à 67 ans. On travaille tous les matins, on est à 7h30 au travail. Mon gars, et comment... L'enseignant qui interpelle Nicolas Sarkozy, il est calme, il est respectueux et il emploie des arguments. D'un point de vue argumentatif, il est non seulement irréprochable sur la forme, mais de surcroît, il est davantage solide et fondé sur le fond que ne l'était Nicolas Sarkozy quelques semaines plus tôt aux rencontres de l'avenir. Et en face, il rencontre ce mépris de classe insupportable d'un Nicolas Sarkozy qui commence par essayer de s'en sortir en disant « Venez m'en parler, vous viendrez en discuter avec moi, dites-le, je vous écrirai ». Bon, comme si Nicolas Sarkozy allait vraiment discuter avec cet enseignant plus tard. Derrière, si vous voulez discuter avec plaisir, si vous voulez nous embêter, c'est non. Il t'embête pas, frérot. Il discute, justement. Précisément, il discute avec ce dont Nicolas Sarkozy est manifestement incapable, avec des arguments. Quand aucun autre refuge n'a suffi, cette dernière phrase définitive, « Eh mon gars, au revoir », manière de dire, « Eh mec, je m'en fous de toi, tu m'atteins pas, je peux rien faire, qu'est-ce que tu vas faire? Tiens, regarde, j'ai mes gardes du corps autour là. » Celui des deux qui est irrespectueux, celui des deux qui est méprisant, celui des deux qui perd son calme, c'est Nicolas Sarkozy. Et jamais l'enseignant en question se serait permis de lui parler comme ça. C'est vraiment le paternalisme dans sa plus pure expression, le mépris de classe clair et net. J'aimerais quand même qu'on s'arrête 2 secondes pour remettre ce qu'on vient de voir en parallèle avec ce que disait Nicolas Sarkozy. On n'a plus les moyens de payer les enseignants, on n'a plus les moyens de payer des gens qui travaillent 24 heures par semaine, 6 mois de l'année, parce que, disait Nicolas Sarkozy, il faut compter les vacances et les week-ends. Nicolas Sarkozy, on le paye. C'est même pas qu'on le paye, c'est qu'on dépense pour ses frais de personnel et ses frais immobiliers, on dépense 500 000 € chaque année, plus ses dépenses de protection, plus sa retraite, qu'on paye également. Et c'est cet homme-là, Nicolas Sarkozy, qui se permet non seulement d'estimer que les enseignants coûtent trop cher, qu'on n'a plus les moyens de payer autant d'enseignants, qui se permet de les critiquer en disant qu'ils prennent des week-ends. Mais aucun problème. Dans la plus grande des décontractions. Et c'est là où tout cela est de l'ordre du symbole. Encore une fois, je le répète, à l'échelle des finances publiques, ce qu'on dépense pour les anciens présidents et anciens premiers ministres, c'est pas grand-chose, c'est même rien. Mais d'un point de vue symbolique, au moment où on demande des efforts à tout le monde, à commencer par les plus pauvres, qu'on continue d'entretenir à ce point d'anciens édiles de l'État, qui pour certains sont à la retraite, qui pour certains ne participent plus au débat public depuis des décennies, qui pour d'autres ont des activités annexes qui assurent, mais alors très largement, leur train de vie confortable, et qui, ensemble, pour une grande partie d'entre eux, se permettent de donner des leçons de rigueur, des leçons de dépenses d'argent public, des leçons d'économie, qui se permettent très tranquillement de vouloir envoyer les pauvres au boulot. Spoiler, ils y sont déjà, donc envoyer les pauvres à la mort. Parce que c'est quand même ça que ça a été aussi la réforme des retraites de 2022. En reculant de 2 ans l'âge de départ à la retraite, on a mécaniquement amené certains travailleurs et certaines travailleuses à mourir avant de pouvoir en bénéficier. L'espérance de vie est directement corrélée au travail que tu faisais. Donc quand tu es ouvrier, travailleur agricole, quand tu exerces un métier pénible, difficile, toute ta vie, très souvent depuis ton plus jeune âge, eh bien, les chances que tu as de mourir entre 62 et 64 ans sont infiniment plus grandes que si tu as exercé un métier confortable, comme le mien par exemple, ou comme le leur, parce que politique, c'est un métier incroyablement confortable. C'est prenant, c'est difficile, sans doute, c'est les soirs et les week-ends, peut-être, mais ça va. Nous, on peut tanker quelques années de travail en plus. Tu as d'un côté ces anciens présidents, anciens premiers ministres, dont une partie d'entre eux se permettent de donner des leçons de rigueur, alors que eux, des centaines de milliers d'euros. Symboliquement, c'est inadmissible, c'est insupportable. Éthiquement, c'est insupportable. Si encore on était dans un pays où les enfants mangent à leur faim. Étude de l'UNICEF publiée le 19 novembre, en France, un enfant sur 5
ne mangent pas 3 repas par jour? Que n'ai-je pas lu sur cette étude? Combien de gros cerveaux ai-je lu sur Twitter dire il y a aussi des enfants qui juste ils veulent pas prendre de petit déjeuner. Il y a des enfants ils mangent pas de petit déjeuner parce qu'ils n'ont pas faim le matin, donc ils mangent pas 3 repas, mais c'est pas parce qu'ils n'ont pas les moyens. Oui, on sait! C'est bon! On sait qu'il y a des enfants qui veulent pas petit déjeuner le matin et qui font pas 3 repas par jour. C'est pas de ça qu'on parle, et on sait que de plus en plus d'enfants en France ne mangent pas ou pas toujours à leur faim. On sait que de plus en plus de familles en France dépendent de l'aide alimentaire pour nourrir leurs enfants. Et que de plus en plus de familles en France n'y arrivent pas. Donc on sait, on t'a vu Michel, c'est bon, te sens pas visé, t'es pas concerné. On peut s'arrêter juste sur l'indignité de cette situation. On vit dans un pays où les gamins ne mangent pas à leur faim, où le nombre de personnes qui dorment à la rue ont été démultipliés. On vit dans un pays où 330 000 personnes, d'après la dernière étude de la Fondation Abbé Pierre, dorment à la rue, dont des milliers d'enfants. 3 000 enfants à la rue, d'après les dernières statistiques. Dans cet état-là, on continue de demander davantage d'efforts à la population. Ceux-là même qui se permettent de demander des efforts aux Françaises et aux Français continuent de bénéficier de centaines de milliers d'euros d'argent public pour payer des secrétaires qui leur servent à rien, parce que soit ils pourraient se les payer parce qu'ils ont eux-mêmes une activité à côté, donc c'est juste plus d'argent dans leur poche, soit ils sont retraités. Si c'est pour aller se faire ses courses, peut-être que Lionel Jospin, Edith Cresson et Édouard Balladur, ils peuvent utiliser Uber Eats s'ils peuvent plus se déplacer. Ça rend fou. Et comme je vous le disais, certes, hein, cette situation du point de vue des finances publiques, elle est anecdotique. Du point de vue de l'éthique politique, voire de l'éthique humaine tout simplement, cette situation, elle est intolérable. Elle rend fou. Je vois pas comment il peut en être autrement.